Salut! On se retrouve pour ce bilan de lecture de février et je me rends compte qu'en fait ça a été assez varié. J'ai lu des romans, j'ai lu un recueil de nouvelles, j'ai lu de la BD, ça a été de la fantasy, de la dystopie, de la littérature contemporaine, enfin bref ça a été assez varié donc je suis plutôt contente de moi. J'avoue que je m'y attendais pas, surtout que c'est un mois qui est mine de rien assez court donc je pensais pas que j'aurais réussi à caler autant de lectures mais c'était très chouette et on va commencer tout de suite avec le premier livre. Première lecture du mois, du coup, ça a été Shield of Sparrows de Daphne Perry. C'est un roman, c'est une romantaisie qui a été écrite en anglais et qui n'est pas traduite en français. Mais a priori, ça a fait pas mal de bruit outre-Atlantique. Ça a été, je crois que c'était dans les finalistes des Goodreads Choice Awards. Enfin bref, a priori, ça a eu pas mal de succès. Moi, j'étais passée complètement à côté. Mais du coup, à force de le revoir revenir ces derniers temps dans mes suggestions, dans les vidéos de youtubeuses anglophones que j'ai pu suivre, je me suis dit on va pas mourir bête, on va le tenter. Du coup je l'ai tenté. On va suivre l'histoire d'une princesse. En fait elle vit dans un monde, c'est un continent qui est divisé en plusieurs royaumes et ces royaumes ont fait un accord, un traité de paix sous forme de relations de mariage arrangées pour conserver la paix entre eux, pour éviter de faire la guerre parce qu'ils font face à une invasion de monstres. Donc des monstres qui sont aussi bien terrestres que marins. Et surtout, il y a chaque génération une migration de monstres volants qui ressemblent un peu à des énormes aigles et qui sont carnivores. Et en fait, c'est un peu l'image de l'invasion de criquets. Cette migration d'aigles en fait va balayer le continent, va bouffer tout ce qu'elle trouve et notamment des humains. Et du coup, chaque génération, les gens doivent se cacher sous terre et y rester terrés pendant plusieurs mois. Et donc, en fait... ils passent des années et des années à se préparer à ça et il y a quand même à chaque fois des centaines, des milliers de morts. Du coup, donc, ces royaumes ont passé un pacte de mariage arrangé et la jeune femme qu'on va suivre, elle est la fille aînée d'un roi. Sa maman est décédée, le roi s'est remarié, il a eu une deuxième fille et c'est cette deuxième fille qui est promise au mariage, à un mariage avec un prince d'un autre pays. Et en fait, plot twist, il s'avère que les envoyés qui viennent récupérer la princesse disent qu'en fait non, ils vont pas choisir celle qui était normalement là pour le mariage, ils vont choisir plutôt l'autre. Et elle a pas du tout été préparée à ça. Elle fait tapisserie, personne s'occupe d'elle, elle fait vraiment... on lui a jamais donné de cours de politique, on lui a jamais donné de cours de géopolitique, d'étiquette, enfin si de l'étiquette, mais pour son rôle de princesse, mais rien de plus. Et elle était censée se marier au général de l'armée du roi. Et du coup, donc voilà, son monde va se retrouver chamboulé, il va falloir qu'elle traverse l'espèce de petite mer qui sépare son pays du pays du prince auquel elle est promise. Et en fait... voilà, il va y avoir plein de malversations politiques, il va y avoir plein de petits rebondissements. Je vous avoue que le plot twist principal qui arrive du coup à la fin, on le voit venir dès la page 2. Il n'y a vraiment pas de surprise à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était la galerie de personnages secondaires. J'ai bien aimé aussi cette ambiance un peu... Enfin, j'ai trouvé que l'univers était pour une fois pas mal construit, dans le sens où on a vraiment cette espèce d'encyclopédie un peu de monstres. Ça, c'était plutôt cool, j'ai bien aimé. C'était plutôt chouette. Après, l'intrigue en elle-même, elle est pas très surprenante. Les personnages sont... oui, mais sans plus. La romance, j'avoue qu'elle m'a pas transportée. Elle est pas problématique en soi, mais ça m'a pas fait vibrer non plus. Au final, c'était une lecture qui m'a divertie. Pas vraiment la lecture du siècle. Je suis restée là-dessus et je sais pas si je lirai la suite ou pas. Je vous avoue que j'ai dû relire mes notes parce que j'avais un peu oublié de quoi ça parlait. Ce qui est pas très bon signe. Mais du coup voilà, donc c'était pas si mal, mais c'était pas non plus exceptionnel. Et je vais en profiter pour vous parler des deux lectures qui ont suivi parce que je vais pas faire un énorme topo là-dessus. J'ai enchaîné en fait avec une novella qui était une réécriture de La Belle au bois dormant. Sauf que en fait, moi j'aime bien les réécritures, vous le savez, j'avais envie de relire ça, ça a été conseillé dans une vidéo de recommandation et je pense que j'aurais pas dû écouter la personne parce que
plusieurs de ses recommandations ont été finalement pas terribles. Et en l'occurrence, cette novella, c'était juste une excuse pour écrire La Belle au bois dormant version érotique. J'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de plus-value, j'ai pas aimé le style, donc je vais pas vous en parler, je trouve que ça sert à rien, et en plus ça a pas été traduit en français. Et je me suis lancée aussi sur une autre romantasy qui là parlait de pirates. Et en fait, le résumé disait Bridgerton rencontre Pirates des Caraïbes. Ce qui m'a un peu fait tiquer parce que c'est quand même pas du tout les mêmes périodes. Mais je me suis dit, peut y avoir des choses intéressantes. Et en fait, énorme souci de correction, d'édition. Il y avait énormément de choses qui n'allaient pas. Je me suis rendu compte que c'était un ouvrage auto-édité et je n'ai rien contre les ouvrages auto-édités, mais là, ça a été bâclé. Je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de relecture. Il y a des passages où on sent que l'autrice a écrit à la troisième personne du singulier pour finalement revenir à la première personne du singulier, sauf qu'elle a laissé des paragraphes entiers à la troisième personne. Donc il y a des moments où on comprend rien de ce qui se passe. Il y a vraiment beaucoup de soucis d'incohérence, enfin bref, c'était vraiment une catastrophe et je l'ai pas fini. Je l'ai abandonné en cours de route parce que je suis pas venue ici pour souffrir. Donc pareil, je vous le conseille vraiment pas et je vais pas vous en parler plus que ça parce que c'était vraiment pas une réussite. On va plutôt passer à ma lecture suivante. Ma deuxième lecture pour ce mois-ci, c'est You Exist Too Much de Zaina Arafat. Ça n'a pas été traduit en français, il me semble pas. Donc c'est une lecture que j'ai faite en anglais. C'est l'histoire d'une jeune palestinienne américaine qui, en tout début de roman, se fait larguer par sa copine avec qui elle habite. Parce qu'en fait, sa copine a découvert que la narratrice échangeait des messages plutôt suggestifs avec une autre femme. Et en fait, on se rend compte assez rapidement que cette relation, enfin en tout cas cette obsession n'était pas réciproque, puisque c'est quelque chose qui est assez récurrent dans sa vie. Elle a tendance à tomber amoureuse de gens qui ne sont vraiment pas pour elle, donc par exemple des femmes hétéros ou des personnes en couple, ce genre de choses. Et du coup, sa copine la largue en lui disant qu'il faut qu'elle aille se faire soigner. Et en fait, après une semaine de panique totale, parce qu'en fait, notre narratrice se rend compte que effectivement, elle a peut-être un souci, dans le sens où le vide social est insupportable pour elle. Donc elle va décider de rejoindre un programme qui ressemble un peu à une cure de désintox, parce qu'en fait, on la diagnostique addict à l'amour. Je laisse ça là. Du coup, elle rejoint un programme dans lequel elle va partager 4 semaines de sa vie avec des toxicos, des gens qui ont des addictions diverses et variées. Et elle va suivre les étapes qui ressemblent beaucoup aux étapes un peu des alcooliques anonymes ça n'existe pas vraiment en France, mais c'est tellement présent dans la pop culture américaine que je pense qu'on voit tous de quoi il retourne. Et voilà, et donc en fait on va suivre des flashbacks de son enfance qui expliquent un petit peu où est-ce qu'elle en est arrivée, pourquoi elle en est arrivée là, avec son quotidien, avec du coup cette thérapie qu'elle suit, avec les éclaircissements qu'elle a pu avoir, les grandes réflexions qu'elle peut mener un peu sur tout ça. Et ça aurait pu être un coup de cœur, parce qu'il y a des choses vraiment très intéressantes. Elle revient sur le fait d'être enfant d'immigrés, sur le fait d'être aussi palestinienne, de qu'est-ce que c'est la réalité d'une descendante palestinienne quand elle essaie de retourner en Palestine. Y a pas mal de choses comme ça qui étaient très intéressantes. Ce que j'ai beaucoup moins aimé, c'est... Non, alors je vais recommencer ce que je vais vous dire. C'est une jeune femme qui est profondément humaine, puisque du coup son personnage a des défauts, d'énormes défauts. Elle a du mal à surmonter certaines choses, elle retombe dans des schémas. Et en fait, moi j'ai trouvé ça très frustrant, parce que même si elle finit par grandir, on a vraiment envie de rentrer dans le livre et de la secouer. J'ai eu un peu de mal aussi avec cette idée d'addiction à l'amour. Il y a des moments, c'est quasiment de la psychanalyse. Il y a d'autres moments qui sont vraiment très forts, puisqu'il y a aussi la relation mère-fille qui est très longuement abordée dans ce livre, qui est une relation complètement toxique avec une mère qui vraiment... Voilà. Il y a plein de choses très intéressantes, mais j'ai trouvé que c'était pas très bien lié. Je pense que c'est dû peut-être aussi au fait que c'est un premier roman et qu'il y a beaucoup de choses qui ont voulu être mises dedans, et du coup, c'est un peu cafouillis. La narratrice a notamment des problèmes, des troubles du comportement alimentaire. J'ai trouvé que c'était très très vite balayé.
Voilà, il y a des choses qui me gênent, il y a des choses qui sont... En fait, chaque chose prise à part était intéressante, mais ça n'allait pas jusqu'au bout. J'ai l'impression que je me répète parce que je vous ai dit ça il y a pas si longtemps que ça dans une autre vidéo sur un autre livre, c'était Les voleurs d'innocence, qui n'a strictement rien à voir, mais je retrouve un peu le même genre de souci ici, c'est qu'il y a vraiment eu une volonté de parler d'énormément de sujets, et le problème c'est que ça n'a pas mené ces sujets jusqu'au bout, et du coup ça donne une impression un petit peu bâclée à la fin. J'ai quand même passé, alors un bon moment non, parce que la narratrice en souffre quand même pas mal, mais c'était une lecture qui aurait pu vraiment, je pense, devenir un coup de cœur si ça avait été un peu mieux édité, un peu mieux dirigé. Pour ma troisième lecture, j'ai choisi Amour et baffe de Schneck. C'est une correspondance entre Dorothy Allison et Johann Nessel, et ça a été traduit par Noémie Grunenwald aux éditions Hystérique et Associés. Dorothy Allison et Johann Nessel, c'est deux figures assez importantes du lesbianisme militant, notamment aux États-Unis. Dorothy Allison, elle a écrit un essai qui s'appelle Peau. Elle a écrit plusieurs essais, mais moi celui que j'ai lu c'est Peau. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais je suis pas sûre. En tout cas, moi ça avait été une lecture vraiment très marquante et qui avait un peu mis l'autrice sur mon radar. D'ailleurs, elle a écrit un roman qui est librement inspiré de sa vie, qui s'appelle L'histoire de Beaune, qui est sur ma wishlist depuis quelques temps et que je pense je vais me lancer. Et Johann Nessel, c'est une femme qui a écrit notamment l'essai Femme, qui a été publié toujours dans la même maison d'édition, Hystérique et Associés. Et voilà, les deux personnes avaient des choses à dire qui étaient intéressantes. Elles me bousculent un peu dans mes... peut-être pas mes stéréotypes, mais en tout cas dans mes conceptions. Et du coup, je trouvais ça intéressant de me pencher sur cette correspondance, et c'est pour ça que je me suis lancée. Alors, on va pas se mentir, on a plus la correspondance de Dorothy Allison que de Joan, parce que c'est, je crois que sur les 6 lettres, il y a genre une de Joan et le reste c'est Dorothy Allison. Et c'était quelque chose. Il y a des moments qui m'ont énormément émue, parce que je me suis rendu compte que ce que je pouvais éprouver, ressentir, ça pouvait être éprouvé, ressenti par d'autres personnes. Donc ça, c'était très touchant. Il y avait des choses où je me suis dit waouh, j'aurais pu les écrire, et ça met une sacrée claque. C'est aussi, je trouve, la beauté de la littérature dans ou en tout cas des échanges entre les humains, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à vivre notre truc. Et il y a d'autres aspects qui m'ont pas mal étonnée, parce que finalement, on sent qu'il y a une amitié très forte entre les deux. On sent qu'il y a beaucoup de non-dits ou de choses qui sont un peu passées sous cap, et en même temps c'est assez logique. Moi, quand je parle avec mes copines, je leur refais pas tout le contexte de l'histoire parce qu'elles le connaissent. Et on sent qu'il y a une vraie sororité, un lien entre ces deux personnes qui se comprennent vraiment profondément. Et elles partagent aussi des goûts sexuels assez particuliers. Donc on rentre pas vraiment dans le détail, mais on se rend compte que voilà, elles participent à des choses qui sont pas forcément des choses... on va dire c'est pas dans ma zone de confort. Donc voilà, c'était le côté un petit peu scandalous. Mais le reste, vraiment, c'était très intéressant. Je crois que j'en aurais aimé plus. Je crois que j'aurais aimé avoir un peu plus d'échanges, un peu plus de contexte. Je pense on peut vraiment connaître les deux autrices qu'en lisant leurs écrits, et en même temps ça paraît très logique. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être aimé un peu plus. C'était un peu court à mon goût. J'ai jamais vraiment aimé les correspondances, dans le sens où j'ai toujours trouvé que c'était un peu du voyeurisme. C'est des choses qui m'intéressent pas forcément. Mais là, ça m'a fait un peu revoir ma copie. Je me suis dit, bon, il y a des choses qui peuvent nous parler en fait. Et en dehors du fait, en dehors de ce côté un peu voyeuriste, il peut y avoir vraiment une connexion avec les êtres humains qui écrivent ces lettres. Et du coup, peut-être que je me lancerai à l'avenir dans d'autres correspondances. On verra. C'est tout à fait possible. Tout est possible. Mais du coup, voilà. Donc c'est un petit livre très très petit qui paye pas de mine, mais qui finalement a laissé sa marque. Ensuite, on part du côté des dystopies avec Le Chant du prophète de Paul Lynch, et ça a été traduit par Marina Borazzo. On va suivre en Irlande le parcours d'une mère
d'une jeune mère de famille qui a 4 enfants, je crois, donc un fils adolescent, 2 enfants qui doivent avoir 12-13 ans, un truc comme ça, et le petit dernier qui a 2 ans. Et en fait, elle est chercheuse en microbiologie et son mari, il est syndicaliste et enseignant. Et un soir, la police frappe à leur porte, sauf que c'est pas une police normale, c'est la nouvelle police secrète d'un parti qui est en pleine croissance. Il demande à parler à son mari. Et bref, il y a quelques petits événements qui se passent et un soir, en fait, le mari ne rentre pas. Et on sait juste qu'il a été arrêté par la police, cette nouvelle police secrète. Sauf qu'il n'y a aucun moyen de savoir pour quelle charge, il n'y a aucun moyen de savoir où il est vraiment. Il a été raflé avec beaucoup d'autres personnes. Il y a des rumeurs de camps d'internement, mais c'est impossible d'en savoir plus. Ils essayent d'avoir des représentants légaux, sauf que les représentants légaux sont soit menacés, soit on leur dit rien en fait. Et du coup, donc elle se retrouve dans cette situation très compliquée où on lui dit qu'il faut qu'elle arrête d'avoir de l'espoir parce que son mari est probablement mort, mais elle ne peut pas, parce qu'elle se dit si je pense qu'il est mort, je peux plus avancer, et je suis la mère de 4 enfants, donc il faut que j'avance. Et en fait, elle voit le pays tomber petit à petit dans l'autoritarisme, donc c'est assez angoissant. La plume en plus sert beaucoup ça, parce qu'il y a vraiment, il n'y a pas de paragraphe. Je vais vous montrer, c'est assez perturbant. Vous avez des pages entières comme ça. Bon là, s'il y a un paragraphe, mais voilà, il n'y a pas de respiration en fait, et les dialogues sont dans la narration, donc c'est vraiment du dialogue au style... alors, c'est pas du style indirect, mais en gros, le dialogue est dit, sauf qu'il n'y a pas d'incise, il n'y a pas de guillemets ou quoi que ce soit, on comprend juste dans le contexte que c'est une parole qui a été prononcée par l'un ou l'autre des personnages. Et en fait, ça donne un peu cette sensation d'hypnotisme qui nous... Voilà, c'est vraiment cette plongée dans cette noirceur, dans ce nouveau régime qui est de plus en plus dur à vivre. Le fils adolescent, évidemment, va se rebeller. Il va y avoir du coup un groupe rebelle qui va se mettre en place pour essayer de renverser ce régime. Du coup, ça va être l'arrivée de la guerre civile. Il va y avoir des pressions au niveau du boulot, parce que si vous faites pas partie du parti, vous êtes contre le parti, et du coup, voilà... C'est un monde dans lequel il faut naviguer entre garder ses convictions, essayer de survivre, ne pas collaborer, voir les gens vous tourner le dos les uns après les autres. Bref, c'est très très difficile à lire. C'est un livre qui est du coup très puissant. J'en ai rêvé la nuit après l'avoir terminé. Il y a un passage notamment qui m'a fait énormément... qui m'a bouleversée. Et j'en ai rêvé la nuit d'après. Alors c'était un rêve qui était un peu... C'était différent, hein. Je me retrouvais pas dans ce monde-là, mais... Il y avait des choses qui me faisaient penser vraiment très fort à ce récit, donc je pense que c'était une manière pour mon cerveau d'essayer de faire un grand nettoyage. Donc voilà, un livre très puissant. Il a gagné un prix, je crois, le Pulitzer ou quelque chose comme ça, mais un livre très très puissant. Par contre, j'ai des petites choses à dire quand même. Je trouve ça... Alors déjà, je suis assez... perplexe qu'il nous faille un livre sur la montée de l'autoritarisme dans un pays occidental pour qu'on commence à avoir de la compassion pour les gens qui vivent ça depuis des dizaines d'années. Ça m'énerve un peu en fait, qu'on soit obligé de tout ramener à vraiment cette partie blanche du monde pour pouvoir montrer que nous aussi on pourrait souffrir et que on a besoin d'avoir de l'empathie. Je trouve que l'empathie ne devrait pas être conditionnée au fait de se dire « Ah, moi, je pourrais vivre pareil ». Enfin, je sais pas si j'articule très bien ma pensée à ce niveau-là, mais j'en ai un peu marre qu'on essaye de nous rendre empathiques par des récits qui se rapprochent de nous. Je pense que c'est Alors, je sais pas si c'est mon cerveau qui marche comme ça ou si c'est ma sensibilité, mais pour moi, il n'y a pas besoin de vivre certaines situations ou de s'imaginer les vivre pour compatir avec l'autre, pour comprendre ce qu'il ressent. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec ce genre de récit où on essaye à tout prix de transposer en fait une réalité à nos univers européens, états-uniens, etc. pour essayer de déclencher en fait cette prise de conscience. Donc ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai trouvé que la plume était parfois un petit peu difficile dans le sens où... Alors, c'est pas un flux de pensée vraiment, mais comme je vous le disais, c'est très hypnotique, c'est très...
Il n'y a pas de respiration dans le texte, on est vraiment dans cette volonté d'étouffer le lecteur autant que la personnage principale est étouffée. Mais il y a des passages où l'auteur s'est vraiment plus antipissé, dans le sens où il a écrit des choses qui n'avaient aucun sens. C'était vraiment de la poésie pour de la poésie. Je mets poésie entre gros guillemets parce que c'était pas des trucs en vers ou quoi que ce soit, mais il était vraiment dans une métaphore filée, très longue, très nébuleuse. Et il l'a fait à plusieurs reprises et j'ai trouvé... Moi, ça m'a complètement cassé en fait dans mon récit. Ça m'a même sorti du truc. J'étais en... Pourquoi Ok, on sait que tu sais écrire, c'est bon, passe à autre chose, quoi. Du coup, voilà. Donc, c'est des petites choses qui m'ont un petit peu... qui font que c'est pas un coup de cœur, mais ça reste une lecture qui est très marquante, qui est violente, qui fait mal. Mais encore une fois, je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour avoir de la compassion et de l'empathie pour les gens qui vivent ces situations actuellement. Mais bon, s'il faut ça pour ouvrir les yeux des gens, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'y peux rien. Il y a un peu moins d'1 an, j'ai participé à une campagne de financement pour une BD. Et en fait, j'aime bien l'auteuriste, donc c'est pour ça que j'avais envie de participer. Et surtout, je m'étais dit, la sortie est dans tellement longtemps que tu vas oublier que tu as participé, que tu avais acheté potentiellement ce livre, et en fait, il va arriver dans ta bibliothèque et ça va te faire une énorme surprise, genre « Oh, un cadeau !» C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, je vous présente Des gens qui regardent des gens, de Sid. J'avais déjà lu une BD de l'auteuriste qui s'appelle Jolis souvenirs, qui était plutôt des témoignages, des histoires qu'elle a vécues et qu'elle racontait dans Jolis souvenirs. Là, avec Des gens qui regardent des gens, on part sur de la fiction contemporaine. On va suivre Lucille, qui est fan de 2 choses dans la vie, c'est son petit copain et son youtubeur chanteur Steven Bisou. Elle est grande fan de Steven Bisou, elle a son merch, elle connaît ses chansons par cœur, elle regarde ses vidéos religieusement. Et en fait, au travail, elle va se devenir copine avec une nouvelle collègue qui s'appelle Nour. Et ça va lui permettre d'ouvrir un petit peu ses horizons, puisque Nour va la présenter à ses copines, qui sont toutes des filles un peu badass, féministes, etc. Et en fait, petit à petit, elle va s'émanciper. Elle va prendre conscience de certaines choses elle va vivre sa vie avec les travers qu'il peut y avoir. Et franchement, c'était très chouette. C'était très chouette. Alors, le style de dessin ne plaît pas à tout le monde. C'est un côté un petit peu naïf. On a des pages comme ça. Un côté un petit peu naïf. Certains endroits peuvent être considérés... Attendez, je vous ai montré une planche, à mon avis, YouTube, ça va pas lui plaire. Il y a des planches... c'est un style un peu comme ça, très coloré, avec un dessin un peu naïf. Et moi j'ai aimé, il y a plusieurs planches qui m'ont fait sourire, d'autres qui m'ont fait rire. J'ai trouvé que c'était toujours très précis dans l'humanité de ce que ça pouvait évoquer. Genre à un moment donné, elle est au boulot, il y a des réactions des situations qui se passent au boulot, et j'ai trouvé ça incroyable parce que l'auteuriste arrive toujours à pointer le truc qui est complètement absurde en fait dans ses relations, dans ses situations sociales. J'ai trouvé des choses très chouettes, c'est plein de sororité, c'est une belle sororité, il y a un petit peu de conflit, il y a des gens qui évoluent, des gens qui grandissent. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. C'est un humour qui est un peu caustique, qui peut avoir aussi un côté un petit peu scato, j'en suis un peu moins fan. J'avoue qu'il y a 2-3 planches sur la fin qui m'ont un peu moins plu, mais bon, ça c'est ma sensibilité. Ça n'enlève rien au fait que j'ai trouvé la BD plutôt chouette, j'ai bien aimé la fin. En dehors de cette partie un peu scato qui me plaisait pas, mais sinon le reste, voilà, je trouve toujours le ton de l'auteuriste très juste, et c'est pour ça que ça m'a plu. Je suis très contente d'avoir participé, du coup. Et si vous voulez encourager une maison d'édition qui fait attention à la rémunération de ses auteuristes et encourager une auteuriste précaire, n'hésitez pas à donner de la force à Des gens qui regardent des gens, ou à Jolis souvenirs, mais je crois qu'ils en ont quasiment plus, donc voilà, n'hésitez pas. Dernière lecture du mois avec Lapin maudit de Bora Chang, qui a été traduit par Han Yumi et Hervé Péjaudier. C'est un recueil de nouvelles que vous avez sûrement vu passer. On voit souvent passer sa couverture anglaise qui est violette avec un lapin qui est assez impressionnante. Je vous la mettrai peut-être au montage.
Et j'avoue que la version française m'a appelée quand j'ai vu cette illustration. J'essaie de vous la montrer un peu mieux. Je sais pas, je l'ai trouvée vraiment très très chouette et du coup je me suis lancée. Je savais pas trop à quoi m'attendre et en fait j'ai bien aimé. Alors c'est pas un immense coup de cœur, mais j'ai trouvé que c'était super intéressant. Les nouvelles sont super variées. L'autrice a vraiment un univers, je trouve, incroyable, très 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 étendu. Elle aborde toujours, alors elle aborde des problèmes sociétaux, donc on retrouve quand même un peu toujours les mêmes fils conducteurs. Elle est très féministe dans ses récits et elle va parler voilà, de pas mal de choses, de renoncement, de situations maritales, de patriarcat, de situations au corps, donc il y a un peu de body horror, d'horreur corporelle, il y a beaucoup de choses sur les regrets aussi, sur les fantômes du passé et les réels fantômes, enfin il y a pas mal de choses, c'est très intéressant. Je pense que chaque nouvelle mériterait qu'on la décortique une par une. Il y en a une qui m'a un peu moins parlé, mais sinon les autres, enfin je les ai trouvées vraiment chouettes. J'ai pas eu un énorme coup de cœur comme je vous disais, mais je trouve que c'est un recueil qui est plutôt bien équilibré. J'ai vraiment été épatée par la variété, il n'y a aucune nouvelle qui se ressemble. Vraiment, enfin, à chaque fois c'est des choses différentes, des personnages différents, une chute différente, enfin j'ai trouvé ça vraiment très bien. Ça m'a beaucoup plu. Ça parle aussi ésotérisme un petit peu, ça parle de tellement de choses, enfin voilà. Si vous connaissez la société coréenne, je pense que ça vous ferait des connexions encore plus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'elle met là-dedans qui correspondent à une réalité en Corée du Sud. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont quand même assez universelles pour qu'on y trouve tous et toute notre compte. Je pense que c'est quand même assez particulier parce que ça reste... c'est de la weird littérature, dans le sens où on va vraiment être sur des choses un peu bizarres, sur des univers, des ambiances, une plume qui est assez détachée parfois, donc ça peut ne pas parler à tout le monde, mais je sais pas, moi j'ai bien aimé, c'était cool. Je m'attendais à être déçue, honnêtement, parce que je l'ai vu beaucoup passer, être encensé, et je me suis dit bon, je vais passer à côté, c'est sûr. Et en fait, non, pas tant que ça, mais je pense que j'ai bien fait d'attendre que la vague retombe pour le lire à mon rythme. Et voilà, donc c'était vraiment une bonne lecture, je suis contente d'avoir fini mon mois là-dessus. Et ouais, je me rappelle pourquoi j'aime les nouvelles aussi. Parce que c'est vrai que c'est un exercice qui est pas forcément évident. Les recueils sont souvent très inégaux. Je trouve que c'est d'ailleurs un peu dommage, c'est que souvent moi j'ai une ou deux nouvelles qui sortent du lot, les autres sont un peu moins bien. Mais parfois, il y a des recueils qui, au contraire, apportent une belle dimension avec un fil conducteur. C'est le cas de Lapin maudit, j'ai bien aimé. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous tente. Le livre en plus est vraiment très joli, il me plaît beaucoup. Donc voilà. C'est tout pour mes lectures de ce mois-ci, donc voilà, n'hésitez pas à commenter s'il y en a qui vous tentent, s'il y en a que vous avez faites, si vous avez un avis pareil que le mien ou différent du mien. Moi je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo thématique, en tout cas pas un bilan. Je sais pas encore sur quoi on va partir, mais je vais trouver. Et d'ici là, je vous souhaite de profiter du retour du soleil parce que ça y est, il est enfin là. Et je vous dis à bientôt.